3, 2, 1. Here we go! Mesdames, Messieurs, bonjour. Frédéric Denré pour vous servir pendant ces 2 jours de débat, ces 7 tables rondes. Frédéric Denré, donc journaliste, en particulier magazine Marianne, mon dernier papier, un décryptage de la loi du plomb, du projet de loi du plomb que vous pouvez retrouver sur le site du magazine. Très heureux d'être là. J'étais déjà avec vous à Montpellier, avant à Sallanches, encore avant, encore à Sallanches. C'est la 20e édition du Salon Cyclo aujourd'hui et la 6e édition à Bordeaux. Mais pour en parler, rien de tel que le patron. Mesdames, Messieurs, merci d'accueillir Jean-Claude Lasserre. Merci Frédéric. Bonjour à tous. Je ne vous cache pas que ça fait du bien de revenir à la maison. On est bien ici à Bordeaux. Écoutez, merci encore beaucoup d'être présent, de faire grandir Cyclo depuis 2017, parce que cette aventure a commencé en 2017. Il y a quelques personnes ici qui nous ont aidés, poussés à pouvoir mettre en place ce rendez-vous en biennale qui réunit donc la filière néo-aquitain. Et donc, très honnêtement, on est très contents. Je ne vais pas tous les citer, mais vraiment merci beaucoup à tous les participants, à tous ceux qui ont construit avec Caroline et Frédéric ce cycle de conférences. Merci aussi à toutes les collectivités, à la Régie de l'eau, à Bordeaux Métropole, à la mairie de Bordeaux, à l'agence Adour-Garonne, à la région et au département, dont Réseau 33 fait son assemblée générale ce matin ici dans nos murs. On les remercie vraiment beaucoup de cette confiance. Je ne vais pas parler plus longtemps, je pense que les débats vont être riches. Merci beaucoup. Frédéric, passez une très très belle journée. Il y en a une aussi très belle demain. Dernier petit point, comme vous avez vu, on a voulu marquer ce 20e Salon Cyclo par un rapprochement avec l'Afrique sur les sujets de l'eau. Il nous paraissait important, parce qu'il y a 5 ans, il y avait eu un beau projet qui était le Sommet Afrique-France, de venir à Bordeaux, qui n'a pas eu, malheureusement, qui n'a pas été jusqu'au bout. Donc on a construit cette relation autour d'un projet pédagogique sous forme d'un arbre à palabres que vous verrez en plein milieu et qui a été construit avec les compagnons du devoir, la planche, les beaux-arts avec lesquels on a monté ce projet également. Et je ne vous cache pas qu'on est assez fiers de cet arbre qui va être le symbole et qui risque d'être le symbole dans 5 mois d'un gros forum mondial dont je pense tout le monde a entendu parler. Voilà. Merci à tous, excellent débat et puis à très bientôt. Merci Frédéric. Alors je vais les reciter, les partenaires, parce que je ne sais plus si Jean-Claude a cité tout le monde. Donc l'agence de l'eau Adour-Garonne, la région Nouvelle-Aquitaine, la régie de l'eau Bordeaux Métropole, le département de la Gironde, la ville de Bordeaux, Rivéo du Sud-Ouest et Limoges Métropole, qui sont tous présents, mesdames, messieurs, au village des partenaires. Je cite également le pôle Aquavalais, Soltena, Odyssey, SM2 24 que vous pouvez retrouver sur le village des syndicats, également l'Association des techniciens territoriaux de France, la TTF, et notre partenaire presse Cayola Média. Vous voyez derrière moi, donc devant vous, non pas derrière moi, donc devant vous, le programme des conférences, des tables rondes, et ensuite devrait apparaître le programme
des ateliers. Sachez que tout est filmé, tout est retransmis sur YouTube, ou YouTube, ça dépend comment on le prononce. Tout est filmé, tout est photographié. Donc si vous voulez ne pas apparaître à l'image, ben dites-le, sinon il est déjà trop tard. On va démarrer avec la première table ronde, mesdames, messieurs, sur prospective et changement climatique. Eau et changement climatique a été incarné par les pluies récentes qui se sont abattues hier et avant-hier sur une partie du sud-ouest avec des gros grêlons, gros comme des balles de golf, m'ont dit des amis qui se trouvent à Péchaudier dans le Tarn. Et ben, ils n'ont plus de toiture, ou presque. Voilà une illustration de l'eau et du changement climatique. On ne va pas parler que de ça. Comment on prévoit, si ce n'est, j'allais dire prédire, non, comment on prévoit, comment on s'adapte à un avenir imprévisible. On va voir ça tout de suite, mesdames, messieurs. Merci d'accueillir Hortense Bray, Laurent Casonato, Arnaud Lavalette, Nicolas Dorançon, Julien Villard, oui, c'est ça, Nicolas Gendreau et Daniel Parétour. Mettez-vous comme vous voulez. Voilà, installez-vous comme vous voulez, merci. Hortense Bray, vous êtes responsable du pôle patrimoine et prospectif chez Audi7. Laurent Casonato, signalez-vous que tout le monde vous reconnaisse. Vous êtes là, c'est parfait. Directeur général adjoint projet de O47, ça fait 32 plus qu'Audi7. Arnaud Lavalette, vous êtes directeur de la SABOM. Nicolas Dorançon, directeur général adjoint de Rivéo Sud-Ouest. Julien Villard, vous êtes chef de service prospective à Limoges Métropole. Nicolas Gendreau, vous êtes directeur de la régie de l'eau de Bordeaux Métropole. Et Daniel Parétour, vous êtes chef de service études et travaux au SMDE 24. On va commencer par vous, Hortense Bray. Le titre de votre poste est le titre de cette conférence ou presque. Comment on fait de la prospective? Alors déjà, Audi7, pour nos amis qui ne connaîtraient pas, faites-nous-en le portrait. Audi7, c'est le syndicat des eaux de Charente-Maritime. Donc, on va s'occuper pour 430 communes de la gestion de l'eau potable, production, protection de la ressource et ensemble des différents éléments liés à l'eau potable. Et on va s'occuper aussi pour à peu près 400 communes de l'assainissement collectif et de l'assainissement non collectif. La Charente-Maritime, c'est un territoire à enjeu sur l'eau, principalement, avec beaucoup d'eau en apparence, mais qui peut disparaître en période de sécheresse et devenir très intense en période d'hivernale, avec des crues, notamment sur le fleuve Charente, et donc des enjeux pour nos systèmes d'eau et d'assainissement importants. Et l'ambition des élus d'Audi7, c'est d'adapter le service public en permanence, en anticipant, d'où le service de la prospective. Alors on fait un premier tour de table où chacun se présente. Monsieur Parétour, SMDE 24, vous couvrez presque l'entièreté du département de la Dordogne. Oui, presque. Effectivement, on va tourner autour de 80% du territoire périgourdin et donc avec des missions assez similaires. Donc à Audi7, effectivement, protection de la ressource en eau, c'est notre compétence obligatoire, notre compétence première. Et on va également faire de la prestation de services pour des syndicats locaux qui n'ont pas encore transféré leurs compétences en totalité, mais on a aussi des territoires qui ont transféré la totalité de leurs compétences au syndicat départemental. On a aussi une régie pour exploiter en gestion publique le service de l'eau. Et donc un service protection de la ressource dans lequel va s'intégrer effectivement cette notion de prospective là aussi et de savoir comment va se passer l'avenir au niveau de la gestion de l'eau. On est un territoire qui est assez disparate, qui est riche en eau, mais qui est assez disparate. Il y a des endroits où on ne manque pas d'eau, il y a des endroits où c'est un peu plus tendu et on a, comme certains confrères, on est un joli département, donc avec une pression touristique qui par certains secteurs peut être impactante. Bon, on a déjà avec vous des éléments de l'équation pour la prospective 2050. Nicolas Gendreau, Bordeaux Métropole. Oui, bonjour, merci. Donc, je suis directeur général de la Régie de l'eau Bordeaux Métropole, qui est une jeune entreprise, puisqu'elle a été créée le 1er janvier 2026. Elle est en charge du service de l'eau potable sur la métropole de Bordeaux. Et à partir du 1er janvier 2026, elle sera en charge du service d'assainissement collectif sur le territoire de la métropole de Bordeaux. Aujourd'hui, on distribue 45 millions de mètres cubes, on a 300 000 usagers et on constate, avec les effets du changement climatique, une hausse de la consommation. Et évidemment, on a des enjeux très forts en matière de continuité de service vis-à-vis du changement climatique.
Voilà, nous posons des graines, vous le voyez, d'un intervenant à l'autre. Vous avez une idée de ce à quoi il faut se préparer. On voit maintenant avec vous au 47, Laurent Casonato. Bonjour à tous. Ah bah vous n'avez pas de micro. Il y a un micro qui n'est pas allumé en régie. Bonjour à toutes et tous. Je suis Laurent Casonato, directeur général adjoint au 47 en charge des travaux. Donc au 47, syndicat départemental du Lot-et-Garonne, donc département rural. On couvre à peu près un peu plus de 83% du territoire du Lot-et-Garonne. Donc on exerce les compétences eau potable et assainissement pour 265 communes du département. Un peu plus de 100 000 abonnés en eau potable et un peu plus de 40 000 en assainissement collectif. Donc territoire relativement riche en eau aussi, département traversé par le Lot et la Garonne, pas mal de forages profonds. Donc un esprit de mutualisation au niveau du syndicat pour travailler avec l'ensemble des collectivités sur le département et l'ensemble des communes pour préserver cette ressource. Et puis on a la chance aussi, nous, d'avoir nos anciens ont fait du travail déjà. Donc l'idée, c'est de conforter, voire d'améliorer le travail qui a été déjà fait sur les infrastructures pour garantir, tendre vers la résilience et garantir. Ils ont fait du travail, mais du bon travail. Ils ont quand même fait du bon travail. Ouais. Vous êtes content d'eux? On est content d'eux. Et vous allez faire aussi bien que... Nos abonnés aussi, je pense. D'accord. Monsieur Dorançon, Rivéo Sud-Ouest. Bonjour, Nicolas Dorançon, donc je suis le directeur général adjoint de Rivéo du Sud-Ouest, qui est une société d'économie mixte dont les principaux actionnaires sont les deux régions, Occitanie et Nouvelle-Aquitaine, et 12 départements, ça c'est pour les actionnaires publics. Côté privé, on est sur la Caisse des dépôts et puis Crédit Agricole et Caisse d'épargne. Le métier principal de Rivéo, c'est d'aider toutes les collectivités et tous les utilisateurs à se préparer au changement climatique en gérant l'eau dans le milieu naturel et en la partageant durablement pour tous. Faut savoir qu'aujourd'hui, la plupart des rivières que vous voyez couler, dès qu'ils s'arrêtent de pleuvoir, elles ne coulent pas toutes seules. On les aide. Et le métier de Rivéo, c'est d'aider ces rivières à couler. C'est-à-dire, vous faites quoi? Alors, c'est-à-dire qu'on stocke l'eau pendant l'hiver dans les infrastructures appropriées et on la remet au bon moment. Et c'est ça tout le nœud du problème, pour, à l'aval de ces rivières, arriver à satisfaire tous les usages et tenir ce qu'on appelle les débits objectifs d'étiage, qui sont définis dans les SDAGE et qui sont le débit à partir duquel la rivière fonctionne correctement et permet à tous les usages d'être satisfaits. Merci. Monsieur Villard. Oui, bonjour. Donc Julien Villard, Limoges Métropole. Alors, dites-moi tout. Donc moi, je suis chef de service à Limoges Métropole sur le service prospectif à la direction du cycle de l'eau. Donc la direction du cycle de l'eau à Limoges Métropole, c'est une régie à la fois sur l'eau potable et l'assainissement. Sur l'eau potable, 11 communes et sur l'assainissement, 20 communes et à peu près 210 000 habitants. On traite 13 millions de mètres cubes sur l'eau potable, 16 sur l'assainissement. Et ça fait quelques temps maintenant qu'on se prépare et qu'on essaye d'anticiper le changement climatique et la réglementation en ayant mis à jour nos schémas directeurs d'assainissement d'eau potable et en essayant maintenant de le traduire de manière opérationnelle sur le terrain. C'est intéressant comme titre, direction du cycle de l'eau. Je pense qu'il n'y a pas d'autre métropole qui a une direction du cycle de l'eau, c'est récent. Non, la direction, en fait, c'est qu'on est encore attaché à Limoges Métropole, à l'EPCI. D'accord. Et donc, ça a aussi les avantages de pouvoir travailler en transversalité avec les autres directions et en synergie avec les autres directions de la métropole et notamment de l'aménagement du territoire. Mais le titre cycle de l'eau, il est récent. Ça a été renommé, ce poste. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Est-ce que ça veut dire qu'il y a une préoccupation particulière à Limoges Métropole pour qu'on crée un poste ou qu'on intitule un poste cycle de l'eau? Alors le cycle de l'eau, on a toujours eu cette dénomination-là et de regarder du coup vraiment l'ensemble du cycle. Après, le service prospectif, lui, est un service qui est assez nouveau et qui a été fondé il y a maintenant un an et demi pour justement répondre à ces enjeux de changement climatique et d'adaptation. Merci. Et on termine ce premier tour de table par Arnaud Lavalette, directeur de la SABOM. Dites-nous tout, la SABOM. Voilà, donc Arnaud Lavalette, directeur général de la SABOM. Donc la SABOM, c'est la société d'assainissement de Bordeaux Métropole qui exploite pour le compte de Bordeaux Métropole un contrat de délégation de service public jusqu'à la fin de cette année sur toutes les installations d'assainissement et
et de pluvial, et qui donc exploite ces installations sur lesquelles je reviendrai, et qui prépare la transition vers la régie publique de l'eau avec les équipes de Nicolas Gendreau. Et donc en 2 mots, le périmètre, c'est 6 stations d'épuration représentant 1 million d'équivalents habitants, 4400 km de réseau, 260 bassins de rétention et un télécontrôle pour optimiser tout ça. Et avec les événements climatiques de ces dernières années, que ce soit l'année très sèche de 2022 ou l'hiver très pluvieux de 2024, on a pu voir tout l'intérêt de ces installations. Merci. Débat qui se fait sous le regard expert de Thierry Burlot et d'Antoine Orsini qui viennent de s'installer. Si. Mesdames, Messieurs, si vous avez des questions, il faudra lever la main et un micro arrivera. Il vous sera porté par Paola, que je salue, qui est là-bas au fond, qui se cache. Hortense Bray, comment on fait de la prospective ? On va vers un monde imprévisible, le cycle de l'eau semble très perturbé, tout a l'air instable, un coup il pleut fort et puis ensuite il ne pleut plus pendant des mois. Il faut, on l'a dit, vous l'avez tous dit, il faut interroger l'évolution démographique, l'évolution des usages, l'augmentation ou pas des usages. Ça a l'air très compliqué. Non, allez-y, ça c'est pas enregistré par YouTube, vous pouvez y aller. C'est compliqué, mais en même temps, c'est le cœur du métier des services publics en général et de l'eau en particulier. C'est un bien commun, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas et donc sur lequel il faut s'adapter en permanence. Là maintenant, le dérèglement climatique, on voit les effets avec l'année 2022 particulièrement sèche, avec les années dans le sud-ouest particulièrement très humides et très impactants pour les usagers des services publics de l'eau et de l'assainissement. Et donc ça nous permet au moins d'avoir des années références sur lesquelles on peut se dire aujourd'hui c'était exceptionnel. Dans 10 ans, dans 20 ans, ça sera peut-être plus exceptionnel. Et donc avec ces années-là, on peut prendre des hypothèses qui nous permettent de nous projeter à un horizon moyen-long terme sur la disponibilité de la ressource en eau. Qu'est-ce qui va se passer ? Il y a beaucoup d'eau l'hiver, mais est-ce qu'il y en a moins l'été ? Ou bien est-ce que des événements climatiques extrêmes viennent perturber la qualité de cette ressource en eau ? Et donc ça nous permet quand même de nous projeter avec des scénarios. Nous, les techniciens, on est au service des élus et des usagers des services publics, justement pour essayer de préparer. Donc c'est difficile, mais c'est possible. Et ensuite, ce qu'on a choisi à Audi7, c'est de lancer une étude prospective en se fixant des hypothèses prospectives sur la disponibilité de la ressource en eau. Vous l'avez évoqué sur les usages de l'eau. Est-ce que, même si vous éteignez tous votre robinet quand vous prenez votre douche, si vous en prenez 3, parce qu'en plein été, il y a canicule, eh ben, on va multiplier la consommation d'eau, même si on est tous très vertueux. En Charente-Maritime, en été, on est 1,5 million d'habitants, avec nos vacanciers et les habitants. Et donc, forcément, 3 douches de 30 litres, ça multiplie les usages. Donc, c'est ça qu'on a voulu se projeter. 30 litres, vous êtes gentil, hein ? Une douche où vous éteignez le robinet. Et en même temps, on a voulu se doter d'un outil où on ne veut pas refaire tous les 5 ans une étude. Ça nous mobilise longtemps de faire une étude. Donc on a créé ce qu'on a appelé un outil dynamique où on a mis nos variables et on a chaque année la possibilité de rajouter les nouvelles données pour vérifier comment on s'éloigne vers nos hypothèses prospectives. Est-ce qu'on est plutôt dans les hypothèses favorables, plutôt dans les hypothèses compliquées ? Et donc, ça va nous permettre d'adapter notre stratégie d'adaptation en permanence. On a la force, comme nos collègues des syndicats au 47 et SMDE 24, d'avoir un syndicat où la force première, c'est la mutualisation et la solidarité départementale, avec des réseaux très interconnectés. Donc le sujet, il n'est plus de créer des tuyaux chez nous, il est de savoir être sobre sur nos usages et préserver la ressource dont on dispose, notamment des enjeux qui seront évoqués cet après-midi sur la qualité de l'eau. Il faut lier dualité, quantité, qualité. Si on a de la ressource en eau mais qu'elle n'est pas bonne pour faire de l'eau potable, on aura quand même des soucis. Vous dites l'enjeu, c'est plus de faire des tuyaux, ça veut dire que l'interconnexion est faite et vous l'estimez suffisante, parce que vous vous interdisez d'interconnecter encore un peu plus, et vous préférez jouer sur la sobriété, la réduction des usages.
On a effectivement imaginé, parce qu'il ne faut pas se mettre d'œillères quand on fait ce type d'études, il faut aller voir tous les champs des possibles. Et donc, en Charente-Maritime, on a de l'eau en nappe profonde au sud du département et pas d'eau dans le nord du département. Et on a beaucoup de consommation d'eau dans le nord du département. Alors on se dit, allez, je tire 100 km de tuyaux. Bon, 100 km de tuyaux, c'est 100 km de zone humide à traverser, puisque la Charente-Maritime est un espace riche de milieux naturels. C'est aussi 100 millions d'euros à financer pour couvrir plutôt une pointe estivale, pas des besoins en période d'hiver. Donc est-ce que c'est raisonnable aujourd'hui de se lancer dans ce type de projet? Les élus d'Eau-17 ont dit c'est peut-être une maladaptation et donc c'est pas ce qu'on retient aujourd'hui. Une maladaptation, voire un effet rebond, on crée un tuyau, donc on permet à l'usage touristique de continuer à augmenter. Donc vous préférez finalement, d'une certaine façon, bloquer les choses, fixer un objectif en matière de consommation. Finalement, ça revient un peu à ça. C'est aussi travailler avec nos partenaires, c'est-à-dire que depuis 2 ans, on a une stratégie pour des territoires sobres en eau. Et donc, notre idée, c'est qu'on n'est pas dans le mur aujourd'hui. On a le temps de se projeter. 2022 était exceptionnel. Est-ce que c'est 2040, 2050, le fait que ça ne sera plus, hélas, exceptionnel? On a le temps de s'adapter et tous les usagers, tous les consommateurs, on a le temps de s'adapter. Donc, on préfère, nous, accompagner les professionnels du tourisme, accompagner les industriels, accompagner les collectivités vers des usages plus sobres, avant de se dire qu'on coupe ou on fait des ratios sur les usages d'eau. On verra ça après. Monsieur Parétour, c'est la même chose en Dordogne? Alors non, Hortense disait on est déjà tout interconnecté. Nous, on est un syndicat plus jeune, hein, on a une quinzaine d'années. On a déjà beaucoup travaillé en fait à renforcer cette mutualisation. On avait, il y a 15 ans, on avait 55 petits syndicats en Dordogne. Aujourd'hui, on est arrivé à 10. La loi NOTRe est passée par là. Mais ça reste des entités indépendantes qui ne sont pas à l'échelle finalement d'un bassin hydrographique. Et on sait que vis-à-vis du changement climatique et vis-à-vis de la gestion de la ressource en eau, ça se travaille à une échelle plus grande qu'une trentaine de communes, hein. On est sur des bassins hydrographiques. Donc il y a déjà ce travail d'aller harmoniser, d'aller mutualiser, d'aller pouvoir dire, dans l'idéal, un jour en 2050, on sait qu'on a des, je le disais tout à l'heure, la Dordogne est un département riche en eau, mais qui est relativement hétérogène dans sa répartition. C'est de pouvoir dire, en tant que syndicat départemental, comment dire, ce territoire est excédentaire, on va aller récupérer de l'eau et l'amener à un territoire qui en manque. Mais ça, c'est un travail qui se fait quand même au long terme. Alors, on n'est pas, effectivement, même si on a rencontré, comme disait Hortense, des événements qui étaient extrêmes, on n'est pas quand même au pied du mur encore. Mais il y a un travail. Ce serait quoi le pied du mur? Le pied du mur? Ouais. Pour le moment, on ne l'a pas eu parce qu'effectivement... mais c'est quoi pour vous le pied du mur? Le pied du mur, c'est un manque d'eau complet, effectivement, mais... Alors effectivement, il y a toujours des petits risques, mais ils restent pour le moment très localisés. Aujourd'hui, on sait qu'on a des territoires où la ressource en eau, elle baisse, c'est inexorable. On a des moratoires, il y a des choses qui sont en place, mais... Alors, je le précise aussi, en Dordogne, plus de 80% de nos abonnés ont de l'eau qui vient de ressources profondes, qui, on a de la chance, du coup, ont un phénomène très inertiel vis-à-vis du changement climatique. Même si on a des épisodes critiques, comme on a pu avoir en 2022, on est peu impacté. Par contre, une fois qu'on a une tendance qui est amorcée, elle est aussi, à l'inverse, très longue à inverser. Donc on n'est pas au pied du mur, on sait qu'on est vers une baisse. Il faut agir effectivement pour que demain, on ne soit pas amené à juste baisser des niveaux de pompe. Il faut arriver à moins prélever pour que cette tendance, elle s'inverse. On sait que voilà, on aura plus de consommation aussi demain, des degrés en plus, c'est aussi une consommation qui est plus importante. Pourquoi vous auriez plus de consommation? C'est mathématique, 1 degré en plus, on va consommer plus, hein, les études nous le montrent, on va avoir forcément plus chaud, on va boire plus, on va vouloir se rafraîchir. On est un département qui, je le disais tout à l'heure, est touristique, donc quand on est en vacances, on fait un peu moins attention, on va consommer. Donc on sait que inexorablement, on a aussi un effet on est à Bordeaux ici, on a un phénomène aussi de pousser, on va dire, des populations, hein. Le Covid est passé par là, les gens préfèrent vivre à la campagne, faire du télétravail et ont tendance à aussi venir chez nous, à la métropole pousse. Donc on a des phénomènes démographiques en plus que touristiques. Donc on va avoir de la consommation en plus, des ressources qui, quand on regarde les prospectives, autant sur certains territoires on sait que on a des scénarios tendanciels à la baisse, autant sur des phénomènes de recharge, on ne sait pas réellement comment ça va se passer. On ne peut pas dire... Pourquoi vous ne le savez pas? Les scénarios climatiques, DRIAS, aujourd'hui ne sont pas tranchés. DRIAS, c'est Météo France. Voilà, on ne sait pas aujourd'hui, en Dordogne, on est plus 10%, moins 10% de recharge. Donc autant vous dire, on est à peu près kiff-kiff, on ne va pas
on ne peut pas dire qu'il y a un réel gros changement. 10%, c'est quand même pas rien. Oui, mais comme c'est plus 10, moins 10, finalement, si on prend la moyenne, ça fait 0. Hein. Ça veut dire que globalement... Ouais, mais vu comme ça, oui, c'est simple la prospective. C'est ça, mais je vais pour être clair, en gros, ça veut dire qu'en 2050, on ne sait pas réellement comment ça va se comporter. En termes de recharge, en termes de comportement... parce qu'on le disait tout à l'heure, il faut avoir de l'eau, mais il faut aussi avoir de l'eau de bonne qualité. Est-ce qu'on aura des phénomènes de pollution? Est-ce qu'on aura de pollution qui peut être tout à fait naturelle, hein? Mais aujourd'hui, nous, on gère 230 captages. Aujourd'hui, on n'a pas un traitement sur 230 captages. On a de la chance, et je pense que les services de l'État ont travaillé dans cette dynamique-là, c'est de dire l'eau, on la traite le moins possible. Ça peut faire écho en ce moment à de l'eau en bouteille qu'on ne veut pas traiter. Il faut garder cette dynamique-là de ne pas traiter, mais on ne pourra pas faire un traitement sur 230 ressources. Économiquement, ce ne serait pas viable. Donc il faut travailler à ce qu'elle soit naturellement le plus viable possible, le plus distribuable possible. Ça implique aussi de passer par de l'interconnexion. Nous, on a ce travail à faire, on a un schéma dessus pour pouvoir se dire où est-ce qu'on a de l'eau, où est-ce qu'on n'en aura pas, où est-ce qu'on a un potentiel. On va dire où est-ce qu'on met le bout de tuyau pour être. Donc chez vous, il y a des tuyaux à tirer. Et vous avez fait un devis, vous avez fait faire des devis, ça va vous coûter combien? Non, c'est en cours. Pour le moment, on ne peut pas savoir. Et vous avez peur? On a déjà en fait un travail d'harmonisation. Je le disais, on avait 55 syndicats il y a 10 ans. On a fusionné. On n'est pas aujourd'hui sur des fonctionnements où les tuyaux ils sont tirés déjà entre les anciens syndicats. Il faut déjà harmoniser ce fonctionnement-là. Il faut déjà tirer des petits tuyaux, on va dire, à l'échelle intrasyndicale, donc à l'échelle de petits territoires, pour se secourir. On a encore des ressources qui aujourd'hui ne sont pas secourues si on a un problème. Donc il y a déjà ce travail à faire d'améliorer la connaissance de notre patrimoine, d'améliorer cette gestion patrimoniale et d'avoir le même niveau de travail entre toutes les collectivités. Ça, c'est déjà un gros travail à mener pour que, on va dire, tout le monde puisse travailler à la même échelle et après pouvoir se dire effectivement, en tant que syndicat départemental, travailler à une harmonisation, à une mutualisation et pouvoir dire tel territoire va amener de l'eau à tel territoire. Mais c'est déjà un gros travail. Au 47, pareil, il y a une nécessité d'interconnecter. Qu'est-ce que dit le schéma directeur? Donc oui, au 47, effectivement, en 2022, ça a été un peu le déclic, l'année 2022. Donc a décidé de fédérer l'ensemble des collectivités du département gestionnaires en eau potable. Donc on est parti effectivement sur un schéma départemental. L'idée donc c'était un schéma donc besoin et d'alimentation et alimentation en eau potable. Donc déjà vérifier l'état de nos, enfin on va dire bien faire le point sur l'état de nos ressources, l'état de nos réseaux. Comme je vous le disais tout à l'heure, le syndicat est alimenté notamment par des forages profonds. On a quand même un bon mix, on va dire, en termes de ressources, mais l'idée c'était aussi, comme le disait Daniel, c'était de préserver nos ressources profondes qui ont quand même, en termes de qualité, un niveau de qualité quand même assez très bon. Donc les préserver au maximum, rebasculer peut-être déjà dans un premier temps sur les ressources de surface et pouvoir se donner la possibilité sur des périodes plus délicates en termes d'étiage sur les rivières, rebasculer sur nos forages profonds. Donc pour ça, effectivement, interconnexion entre les sites de production actuels ou les ouvrages de tête pour réalimenter via ces nouvelles usines de surface. Donc pour le Lot-et-Garonne, c'est la création de nouvelles usines avec les interconnexions qui vont derrière, mais il y a aussi, je vais un peu à contre-pied de Hortense, mais effectivement, nous, le patrimoine, il y a un gros patrimoine, mais c'est l'idée aussi de le maintenir en bon état. Donc le schéma a mis l'accent aussi sur la nécessité de poursuivre nos investissements sur nos renouvellements de canaux, sur aussi accentuer des actions en termes de sobriété auprès de nos abonnés, de nos usagers de l'eau potable. L'idée étant qu'à l'horizon 2050, on réduise d'un peu plus de 2 millions de mètres cubes nos prélèvements sur nos ressources. Voilà. Quand même, tout ça est financé ou vous allez vous heurter à un autre mur qui est celui des sous? Je vois ma directrice financière au bout là-bas qui sourit. Alors nous, le schéma directeur, c'est quand même assez à la louche. Il y a une estimation bien sûr qui a été faite de l'ensemble de ces actions. Pour tout ce qui a été chiffré, on est aux alentours de 100 millions d'euros. Ah oui, quand même. De travaux, donc pour l'ensemble des collectivités partenaires du schéma. Pour O47, c'est 80 millions d'euros.
à peu près. À affiner, bien sûr, on va lancer, on rentre dans la partie action du schéma quand même. Donc on a les études de FESA qui vont démarrer sur les usines et les interconnexions qui vont aller avec les usines. Voilà, donc si on se projette à l'horizon 2050, une vingtaine, on va arrondir à 20 ans, c'est 4 millions d'euros par an à financer. Il faudra effectivement peut-être travailler sur une évolution de tarifs pour permettre de franchir ce léger mur d'investissement. Donc l'eau ne peut que coûter plus cher. Oui, c'est la question piège, ça. Moi, je vais faire le mauvais, non, mais je pose la question. Mauvais élève. Après, oui, l'eau, je pense que tout le monde a acté que d'avoir l'eau au robinet, c'était pas gratuit. Et si on veut faire face aux défis qui nous attendent, notamment au niveau du changement climatique et au regard des sommes qu'on annonce, il y aura vraisemblablement, oui, une augmentation au niveau des tarifs. Après, on est en train de travailler sur notre prospective financière. On est sur des montants d'investissement sur 40 millions d'euros à peu près. Si on optimise bien, 4 millions d'euros par an, si on le lisse sur une vingtaine d'années, il y a peut-être aussi possibilité de rentrer dans le moule, on va dire. D'accord. Nicolas Gendreau, vous avez analysé la résilience du système à l'échelle de Bordeaux Métropole. Est-ce que vous avez eu des frayeurs ou des bonnes surprises, ou les deux? Alors non, pas de frayeur, pas de bonne surprise, mais plutôt une confirmation d'un certain nombre de tendances qu'on constate par le passé. On a deux choses qui se percutent. La première, c'est que on a une augmentation de la population au niveau de la métropole bordelaise, qu'on a eu de la chance parce que les comportements ont permis quelque part de compenser cette augmentation de population, ce qui fait que la consommation d'eau pendant longtemps n'a pas significativement monté, elle a même pendant un certain temps baissé. Et aujourd'hui, force est de constater que la tendance est plutôt un petit peu à la hausse, même si ce n'est pas encore complètement confirmé. Et à côté de ça, ce qu'on constate, c'est que le dérèglement climatique amène, comme ça a été déjà dit, une raréfaction de la ressource. On a de la chance, comme un certain nombre de collègues ici, de plutôt prélever en nappe, et donc les nappes ont l'inertie, donc on n'est pas soumis à des aléas climatiques de court terme. Il n'empêche que le niveau de ces nappes a plutôt tendance à baisser. Et le deuxième sujet, c'est que l'augmentation de température se traduit mécaniquement par une augmentation de la consommation. Et en particulier, dans une métropole comme Bordeaux, il y a des enjeux en matière de rafraîchissement de la ville. Et quelles que soient les techniques, les projets utilisés, ces projets se traduisent mécaniquement par la consommation d'eau. Donc on travaille sur le sujet avec une équation à résoudre, un peu plus de consommation à venir et clairement une ressource qui se raréfie. Alors on a plusieurs actions. La première, c'est qu'on travaille sur les économies d'eau et sur le comportement de l'ensemble des acteurs du territoire, des usagers. Et vous pourrez d'ailleurs le constater, on a un vélo qui circule sur le salon, des ambassadeurs de l'eau. Un triporteur. Un triporteur, voilà, puisqu'on fait du porte-à-porte pour faire deux choses, à la fois sensibiliser les particuliers, les usagers à leur consommation d'eau, mais aussi pour intervenir directement sur leurs installations, pour mettre tout un système de solutions hydroéconomes pour faire en sorte qu'ils consomment moins. Donc c'est une expérience qu'on fait avec d'autres collectivités. Et pour l'instant, les choses se passent bien. On est très très bien reçus par les particuliers. Et l'idée et l'enjeu, c'est de savoir si ça va avoir de l'impact et de l'effet sur le moyen long terme. Deuxième sujet qu'on instruit, c'est qu'on essaye de voir quelles peuvent être les solutions à moyen court terme en matière d'installation. Donc ça, c'est le schéma directeur en eau potable qu'on a fait, qui nous donne une feuille de route pour les 15-20 ans à venir. Et enfin, dernier sujet, on travaille donc plutôt en développement et recherche sur des sujets de rupture, pour savoir quand une catastrophe se produit, typiquement un problème majeur de ressources, mais aussi d'autres natures de rupture, quelle est notre capacité de résilience pour pouvoir remonter le système ou à un niveau inférieur ou à un niveau supérieur. Et donc on travaille vraiment sur ces thématiques pour justement se préparer à ce qui va venir dans le futur, sachant, comme ça a été dit, que les services d'eau, globalement, sont des services qui sont anciens,
que les investissements durent longtemps et que tout ce qu'on fait aujourd'hui en matière d'équipement, d'investissement, sera encore là dans 50 ans. Et donc notre responsabilité est de bien faire les bons choix pour les générations futures. Ça veut dire que vous avez fait des stress tests? Alors on est en cours sur des stress tests, effectivement. Donc d'une part, pour identifier ces stress tests, identifier quels sont les vrais enjeux qu'il faut prendre en compte, et puis effectivement regarder derrière, potentiellement, quelles sont les mesures qu'il faut mettre en place pour que ces stress tests se passent le mieux possible. Vous avez fait la même chose à Limoges? Alors, on est aussi en phase de schéma directeur et d'études prospectives. Alors, nous, on n'est pas passé sur la méthode des stress tests. Nous, on avait deux ambitions qui étaient fixées déjà par nos élus. C'est de faire de l'eau un levier de performance. Performance de quoi? En quelle matière? Performance pour le territoire. Donc, grâce à l'eau... Performance économique, performance technique? Globale. Globale, bon. Global. C'était l'ambition. Après, à nous de définir les objectifs et le plan d'action. Et puis, la deuxième ambition, c'était de finalement s'adapter au changement climatique et se prémunir de ce qui pourrait arriver dans le futur. Et donc, quand vous parlez d'eau, c'est toutes les eaux? C'est l'eau potable, c'est l'assainissement, c'est l'eau pluviale, c'est le ruissellement, c'est toutes les eaux? C'est toutes les eaux. On a attaqué par l'assainissement. Ouais. Là, on est donc l'assainissement, on est en train de finaliser notre schéma directeur. On a en parallèle aussi l'eau potable et on va déclencher dans les semaines qui arrivent aussi les eaux pluviales. Et on va avoir du coup un schéma directeur sur chaque thématique, sachant qu'on a voulu aussi, et comme on parle bien souvent de cycle de l'eau, que ce soit transversal et qu'on intègre les problématiques de l'eau potable dans le schéma directeur d'assainissement et vice-versa. Vous y croyez? Ça va... la fameuse transversalité que j'entends sur les plateaux depuis 15 ans, vous allez y arriver? Alors la méthode, c'est beaucoup de concertation, c'est mettre du monde autour de la table et c'est essayer de casser le silo. Même nous, on était en silo au sein de la direction du cycle de l'eau avec d'un côté nos exploitants en eau potable, j'ai envie de dire, et les exploitants assainissement. Et donc l'idée, c'est aussi de chacun... amène sa pierre à l'édifice et amène sa vision dans le schéma directeur de l'autre. Et c'est aussi la mission du service prospectif que de créer cette transversalité et avoir des échanges sur les problématiques des uns et des autres et comment, en travaillant ensemble, on règle les problématiques des uns et des autres. On est transversal, Monsieur Gendreau, à Bordeaux Métropole aussi? Tous les services discutent entre eux de toutes les eaux possibles et imaginables? Forcément. Forcément, oui. N'est-ce pas? C'est toujours ce qu'on dit, mais est-ce que ça se fait vraiment? Alors, je dirais un petit peu la même chose que mon collègue de Limoges. C'est que c'est compliqué. Clairement, ce qu'on peut constater quand même, c'est que ça progresse. Et depuis la mise en place de l'opérateur public, on s'est un petit peu écarté de notre autorité organisatrice, la métropole de Bordeaux. Et effectivement, un des gros enjeux pour nous, c'est pouvoir maintenir ces contacts, travailler en transversalité, parce qu'on ne peut pas imaginer un aménagement du territoire qui se fait sans prendre en compte les sujets de l'eau. Donc oui, on y travaille. J'aurais tendance à dire que c'est au quotidien qu'il faut le faire, que c'est pas simple, mais globalement, ce qu'on constate, c'est qu'on va dans le bon sens. Employer le bon terme, j'y reviendrai tout à l'heure. Aménagement du territoire et eau, comme démographie et eau. Monsieur Doranzan, vous avez fait une étude en particulier sur le bassin de l'Adour. Une étude prospective et en même temps très pratique. Voilà, c'est ça. Pardon. Comme je le disais tout à l'heure, assister les collectivités territoriales pour anticiper les problématiques liées au changement climatique, ça veut dire déjà partir au bon moment. Et partir au bon moment, c'est partir tôt. Parce qu'on est sur des cycles extrêmement longs pour passer de la prospective jusqu'à l'action. Et donc, première chose. Deuxième chose, je le disais aussi, nous sommes un opérateur technique et donc nous sommes systématiquement, quand nous travaillons, adossés à un opérateur politique ou à un gestionnaire politique. Donc là, en l'occurrence, ce travail a été mené avec un EPTB, l'institution Adour, donc qui est responsable de la gestion des eaux au niveau du bassin de l'Adour. Le bassin de l'Adour, pour ceux qui connaîtraient mal, c'est un bassin qui a un très très faible bassin de haute montagne. L'Adour prend sa source dans les Pyrénées, mais le bassin de haute montagne de l'Adour est extrêmement réduit. Ce qui fait que pas de glaciers. Bon, de toute façon, en 2050, les glaciers dans les Pyrénées, on sait bien ce qu'ils seront devenus. Et très peu de débit de base naturel en été. Donc, les problématiques du changement climatique vont se poser sur le bassin de l'Adour de manière beaucoup plus accentuée que dans beaucoup d'autres endroits.
Et là où mon collègue de Dordogne disait nous, sur les recharges, on ne sait pas trop, sur le bassin de l'Adour, on sait. C'est autour de moins 40% d'écoulement en été. Alors pas forcément sur l'écoulement global, mais sur l'écoulement en été, c'est une très très forte baisse. Donc il faut s'adapter, et il faut partir tôt, parce que ça va prendre du temps de s'adapter, puisque le pas est important. Alors, comme le disait mon collègue du Lot-et-Garonne, il y a déjà des choses qui ont été faites depuis très longtemps, hein, par donc des stockages, mais il faut continuer. Et aujourd'hui, les voies d'adaptation, elles sont multiples. Évidemment, il y a la sobriété, et c'est un très gros axe de travail. Il y a aussi tout ce qui est utilisation d'autres types de ressources. Et en particulier sur le bassin de l'Adour, on est en train d'étudier avec l'institution Adour, donc après cette étude prospective qui a été faite finalement au début des années 2010, mi-2010, après un PTGE qui a été porté par l'institution Adour et qui est rentré en phase opérationnelle depuis maintenant 3 ans. Donc on en est aux actions très opérationnelles. Et les actions très opérationnelles, c'est renforcer la ressource en eau sur les bassins les plus difficiles, en particulier celui du Midour. Ce qui veut dire renforcer ? Renforcer, ça veut dire qu'en créant un minimum de nouveaux stockages, on va garantir le remplissage de tous les stockages existants tous les ans. Chose qu'on n'a pas aujourd'hui. C'est quoi, des barrages, des retenues collinaires ? Oui, c'est ça, c'est des barrages. D'accord. Hein, c'est des barrages. Donc qui aujourd'hui, du fait du changement climatique, ces barrages, ils ont été conçus et construits il y a 40 ans. Aujourd'hui, ils ne remplissent plus bien parce que, hélas, on n'a plus les pluviométries qu'il y avait 40 ans auparavant. Et donc, on va interconnecter, c'est un petit peu les mêmes systèmes, hein, ces barrages, en allant chercher de l'eau par pompage dans des rivières où il y en a encore suffisamment, en réutilisant des anciennes installations d'eau potable qui aujourd'hui sont inutilisées pour limiter les investissements au maximum, et donc en re-remplissant ces retenues qu'on va aussi profiter pour soit rehausser, soit curer quand on peut pour regagner de la capacité. Ça, c'est le premier projet. Il y a un deuxième projet qui est toujours sur le même bassin versant, mais un tout petit peu plus à l'aval, aux alentours de Mont-de-Marsan, qui, lui, va concerner de la réutilisation d'eau usée traitée pour l'irrigation. Donc là, il s'agit de récupérer les rejets d'une des stations d'épuration de la ville de Mont-de-Marsan, qui n'aura plus le droit de rejeter dans le milieu naturel parce que pas assez de débit de dilution, de le traiter, de le stocker dans des stockages tampons et de déconnecter des prélèvements agricoles qui avant se faisaient dans le milieu naturel pour les rapatrier sur ces stockages et donc ainsi augmenter la résilience des rivières. Vous citez augmenter la ressource, ça veut dire, non, j'insiste là-dessus pour être sûr, c'est interconnecter les barrages existants ou c'est créer de nouveaux barrages ? Alors, sur le PTGE Midour, finalement, la création de nouveaux barrages n'a pas été retenue. D'accord. Un PTGE, il faut voir que c'est un dialogue entre l'ensemble des parties intéressées sur un territoire. Sur les barrages, le dialogue a l'air compliqué en France. Hein. Et il y avait un projet de barrage d'à peu près 5 millions de mètres cubes qui était porté par l'institution Adour. La concertation n'a pas permis d'aboutir à un consensus pour ce barrage. En lieu et place, les 5 millions de mètres cubes ont été trouvés avec 1,5 million de mètres cubes d'économie supplémentaire et avec 3,5 millions de mètres cubes d'augmentation de la capacité de barrage, de rejet de la station de Mont-de-Marsan réutilisée et de remplissage complémentaire pour que les barrages puissent mieux fonctionner. D'accord. Là, on fait les fonds de tiroir où il y a vraiment espoir d'augmenter véritablement la ressource. Bah, ça c'est un débat de société. Bah oui. Et ce débat de société, première chose, je le redis, nous on est un opérateur technique, donc je peux vous donner un avis technique, mais je pense qu'il y a des personnes beaucoup plus qualifiées que moi dans la salle pour porter la parole politique là-dessus. Voilà, Monsieur Burlot par exemple, lui c'est lui qui est le garant de ces politiques au niveau du bassin Loire-Bretagne. Nous, on est un opérateur technique. Donc mon avis de technicien, et uniquement mon avis de technicien, c'est qu'il ne faut rien s'interdire. Je ne sais plus qui l'a dit tout à l'heure, mais c'est la même chose. Et quand on a la possibilité de faire un stockage dans des conditions environnementales acceptables, et je suis d'accord que qu'est-ce que c'est qu'acceptable, c'est un vaste débat, il faut le faire. Mais au-delà de qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on stocke, est-ce qu'on ne stocke pas, l'important, c'est comment on gère et pourquoi on le fait. Donc pourquoi on le fait aujourd'hui, si on stocke, c'est pour mieux garantir les services essentiels qui sont priorisés, qui sont connus. Hein. Il y a l'eau potable, il y a le respect des DOE et tout le côté environnemental,
Et puis il y a le reste qui vient après. Et il ne faut jamais perdre de vue ces priorités dans la gestion de l'eau qui ont été définies au niveau européen, au niveau national, dans chaque bassin versant, et qui sont importantes à garder à l'esprit. Ça, c'est la première chose. Et après, il y a la deuxième chose, il y a la solution que l'on trouve pour répondre à ces contraintes. Et là, elles peuvent être multiples. Et lorsque la solution, c'est de faire un barrage, eh ben, oui, pour moi, technicien, il faut faire un barrage. Mais il faut le faire dans certaines conditions, avec un certain usage de l'eau, avec évidemment une maîtrise d'ouvrage publique, et avec une concertation qui associe les parties intéressées. Et ça, finalement, ce que je suis en train de vous dire là, c'est la manière dont il faut monter les PTGE. Oui, concertation, c'est un mot encore compliqué en France. Hein. On le voit bien récemment encore avec l'A69. Enfin, il y a plein de débats sur le mot concertation. Foi d'animateur de débat de journaliste, la concertation, on ne sait pas faire en France. On a beaucoup de mal à dialoguer et à se sortir des schémas manichéens traditionnels. Monsieur Lavalette, vous avez fait la première étude de résilience d'un système d'assainissement à l'échelle d'entreprise. C'est l'étude OCARA. Alors, ça paraît étonnant qu'il ait fallu attendre les années 2020 pour avoir cette étude. Qu'est-ce qu'elle vous a dit, cette étude? D'abord, la méthodologie. Oui, la méthodologie, donc l'étude OCARA, c'est une méthodologie qui a été développée avec Carbone 4, donc le bureau d'études de Jean Covici, le pôle adaptation du groupe Veolia, et qui avait été testé à Santiago du Chili, dans la Nouvelle-Orléans aux États-Unis, notamment avec un réassureur comme Suisse Re, et plus près de nous à Madrid en Espagne. Et dans le cadre des études qu'on propose à Bordeaux Métropole dans le cadre du contrat SABOM, on a proposé de mener donc la première étude OCARA sur un service d'assainissement en France. Alors, en quoi ça consiste? Ça consiste à la fois à voir les scénarios de projection d'évolution du climat à horizon 2035 et 2050, de croiser cela avec les process opérationnels, à la fois des usines qu'on opère et des réseaux également qu'on opère, et de déterminer en fonction de ces informations-là les impacts sur les process, et définir un peu ce qu'on appelle des vulnérabilités, en se disant aujourd'hui tel process fonctionne, demain dans tel contexte, dans telles conditions, ça ne va pas fonctionner. Donc, à partir de là, on a constitué donc une équipe pluridisciplinaire. On a évidemment beaucoup échangé avec les équipes de Bordeaux Métropole et de la régie, et on a défini plus de 500 actions, dont, ça c'est la bonne nouvelle, 200 étaient déjà mises en place et 300 supplémentaires à mettre en place. D'accord. Y a-t-il des questions à ce stade, mesdames, messieurs? Oui, il y en a une. Paola, est-ce que vous voulez bien amener le micro? Le micro arrive. Monsieur, présentez-vous. Bonjour. Émeric Olibé, je travaille chez BNP Paribas. Et on se pose beaucoup de questions par rapport à l'eau, par rapport aux besoins de nos clients qui se questionnent pour tout ce qui se présente, qui va se présenter à nous dans les années à venir. Moi, je me posais juste une question par rapport aux solutions dont vous parlez, parce qu'on parle beaucoup de stocker et de connecter. Mais les solutions de drainage, que ce soit désartificialiser les sols, passer à l'agroécologie, est-ce que ça fait partie des solutions sur lesquelles vous travaillez, sur lesquelles vous investissez? Désartificialiser à Limoges, on en parle beaucoup, non? Ça a été un des axes de travail de notre schéma directeur, notamment d'assainissement. On avait comme constat qu'on avait à peu près 50% d'eau claire parasite dans nos réseaux. Et donc on s'est dit il va falloir faire de la place. Combien vous dites, 50%? 50%, ouais. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Mais en fait, on est dans la moyenne nationale de tous les gestionnaires d'assainissement. Bon, c'est pas beaucoup en fait. C'est quand même un peu trop parce que c'est des coûts qui sont induits sur la facture de l'eau de l'usager, et puis c'est de la place en moins pour l'eau usée, et c'est aussi de la gestion patrimoniale qui arrive plus souvent que si on avait moins d'eau dans nos réseaux.
Donc on a regardé sur le territoire de Limoges Métropole si on désimperméabilisait, si on arrivait à répondre à la réglementation future qui est imposée, enfin qui va être retranscrite en droit français au niveau européen, c'est la DRU numéro 2 et les 2% de déversement à horizon 2040. On a regardé si ça répondait aussi à nos objectifs et en fait on s'est rendu compte que même en désimperméabilisant l'ensemble du territoire de Limoges Métropole, on n'arrivait pas à atteindre les 2% de déversement. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en fait, avec le changement climatique, vous avez des afflux d'eau qui sont tels que les sols, notamment en Limousin, ne sont pas très facilement. On n'a pas une infiltration très, très facile. Et puis, excusez-moi, on a aussi en centre-ville, Limoges c'est un gruyère. Et on a des caves sous 3, 4, 5 niveaux. Et donc là, il est inenvisageable de pouvoir infiltrer de l'eau dans les sols. Donc en fait, on voit qu'on a quand même une partie qui va être structurante. Et puis si on arrive à désimperméabiliser, là pour nous c'est à la marge. Mais ce n'est pas la stratégie initiale pour réussir à combler et à rattraper nos objectifs vis-à-vis du changement climatique. Oui, pour bien désimperméabiliser, il faut qu'il y ait un sol en dessous capable de retenir l'eau. Je vous donne la parole, mais vous me disiez que en préparant, j'allais dire cette émission, en préparant ce tableau, vous aviez des inquiétudes quant aux assurances par rapport au risque de ruissellement porté par le ruissellement et que donc malgré tout la désimperméabilisation n'était pas inutile. Oui, complètement. Nous, on le voit et c'est la force aussi de travailler en transversalité avec tous les services de Limoges Métropole, c'est que la thématique ruissellement urbain et d'assurance et de coûts d'assurance pour la collectivité est un sujet qui est en train de monter fortement au sein de tous les services de Limoges Métropole et là forcément la direction du cycle de l'eau est en première ligne, bien que la thématique eau pluviale soit une thématique qui soit transversale sur plusieurs directions et services, mais pour autant oui on va dire que le coût de l'eau est en train de prendre une autre forme que simplement par le coût de la facture à l'usager. Oui, l'eau devient tangible par les risques qu'elle porte. Monsieur Lavalette, vous souhaitiez intervenir ? Oui, ce que je souhaitais préciser par rapport à votre question, c'est que ce que nous a montré l'étude Okara, je parlais de 500 actions, c'est qu'il n'y a pas une solution ou deux solutions, mais vraiment une myriade de solutions. Et c'est la somme de ces solutions qui permet d'atteindre le résultat. Donc peut-être pour donner deux exemples, si on peut mettre en régie les deux slides avec les deux exemples qu'on avait. Bon, j'ai l'impression qu'on n'entend pas. Voilà. Donc pour montrer que ça peut parfois prendre des formes extrêmement simples, voire triviales. Ce que vous avez en photo, c'est le toit de la station d'épuration Louis Fargue, donc la plus grosse station d'épuration de Bordeaux Métropole. Et sur la gauche, c'est une photo qui a été prise en 2022 au moment de la forte canicule. Et sur ce toit-là, on a des équipements électromécaniques qui, par forte chaleur, ne fonctionnaient plus. Et donc là, ce sont nos exploitants, nos opérateurs qui ont eu l'idée d'aller acheter des ombrelles pour protéger ces équipements et qui ont finalement retrouvé ensuite leur fonction. Et ce que vous avez à droite, c'est ensuite ces mêmes opérateurs ont profité de l'hiver pour installer des plaques en fixe. Et en 2023, il a fait beaucoup moins chaud, mais il y a eu quand même une semaine de canicule également. Et on a pu constater par l'exemple que cette solution-là fonctionnait. Donc tout ça pour dire que ça paraît un détail et ça paraît anecdotique, mais ce type de petites actions peut permettre de sécuriser le fonctionnement d'un process qui va ensuite tout congestionner s'il ne fonctionne plus. Et puis pour donner juste un deuxième exemple sur la planche suivante. Vous avez la télécommande devant vous. Voilà, qui a déjà, parfait. Qui a déjà été évoqué par mon voisin, c'est sur l'aspect de la réutilisation des eaux usées traitées. Sur la station d'épuration de Cantinol, Madame la vice-présidente ici est présente, a inauguré il y a quelques mois une installation de réutilisation des eaux usées traitées qui permet à la fois pour tous les besoins internes de la station et à la fois pour les besoins externes d'irrigation par exemple, de faire face à un risque
pénurie d'eau tout simplement et d'économiser de l'eau potable au profit de cette réutilisation des eaux usées traitées, où je rappelle que notre président de la République il y a quelques mois s'est fixé en 2030 un objectif de 10% de réutilisation des eaux usées traitées et qu'on en est très très loin. Monsieur de Rançon. Oui, je vais peut-être apporter un complément à la question de monsieur sur le côté plus agroécologie, qui faisait aussi partie de votre question. Alors, stocker l'eau dans les sols, c'est une très bonne idée et il faut le faire. Sauf qu'on est soumis exactement aux mêmes limites physiques que celles que mon collègue de Limoges a énoncées. C'est que les sols, ils ont une capacité d'infiltration qui est limitée et ils ont une capacité de rétention qui est limitée. Riveo participe avec l'INRAE à plusieurs projets justement pour regarder et évaluer quelle peut être la capacité supplémentaire de stockage d'un sol quand on met en place tout un ensemble d'actions agroécologiques, en particulier le couvrir en permanence, ne plus le travailler, etc. etc. Alors j'en parle beaucoup moins bien que Lionel Aletto, qui est le directeur de recherche de l'INRAE, qui est spécialiste là-dessus, mais lui ce qu'il dit, c'est que le sol qu'on va améliorer le plus va stocker 15% d'eau en plus. 15% d'eau à l'échelle du sol moyen français, c'est un peu moins de 30 mm d'eau dans le sol. Donc c'est 30 litres par mètre carré. C'est beaucoup et c'est peu. C'est beaucoup parce qu'à l'échelle d'un bilan hydrique sur un bassin versant, ça amène énormément. C'est peu parce qu'au final, si on compare ça à de l'irrigation, c'est un tour d'eau. Et si on compare ça à des pluies qui arrivent de manière un peu vigoureuse, telle que celle qu'on a connue hier, ça ne fait quasiment rien. Parce qu'en fait, il pleut tellement fort que ça n'a pas le temps de s'infiltrer. Et que même si on a mis en place des cordons, ça améliore les choses, bien évidemment. Ça améliore. Mais ce n'est pas suffisant. Et beaucoup va ruisseler. Voilà, donc on peut faire des choses, mais je crois que c'est vous qui l'avez dit. Non, c'est vous, pardon. C'est un ensemble de solutions. Il y a pas la solution miracle n'existe pas face au changement climatique. Oui, c'est l'utilisation pragmatique d'un ensemble de choses. Vous avez raison, on aime bien les solutions miracles et chercher le Saint Graal en France, que ce soit sur l'eau, que ce soit sur l'énergie. Je me souviens du nombre infini de débats sur l'hydrogène qui allait sauver la France il y a quelques années. Bon, voilà, plus personne n'en parle. Et effectivement, la conservation des sols va résoudre une grosse partie des problèmes. Hortense Brett, tout de même, 60% de l'eau de surface ne se trouve ni dans les lacs, ni dans les ruisseaux, ni dans les rivières, ni dans les fleuves, mais dans les sols, et que les sols peu labourés, les sols couverts en permanence, les sols correctement conduits, typiquement les sols de prairie, c'est toujours mieux qu'un sol de maïs, de champ de maïs pour accueillir de l'eau et l'épurer naturellement. Ça fait partie de l'avenir, selon vous, pour Eau17, de développer une agroécologie, une conservation des sols et de réduire l'irrigation ? Je l'évoquais tout à l'heure, la ressource en eau disponible pour faire de l'eau potable, c'est aussi un enjeu de qualité. Et donc dans la partie agroécologie, on parlait conservation des sols, infiltration, mais on a aussi l'enjeu de protéger la ressource en eau de pollution diffuse. C'est vrai que les eaux souterraines, elles ont normalement une protection naturelle, elles ont cette capacité du pouvoir filtrant du sol. Hélas, certaines molécules hydrophiles arrivent jusqu'à nos ressources et on a de plus en plus de difficultés à faire de l'eau potable naturelle malgré qu'on soit en eau souterraine. L'enjeu pour Eau17, et les élus sont très attachés, la Charente-Maritime est un territoire agricole et ce n'est pas d'opposer agriculture et ressources en eau potable, c'est d'accompagner les agriculteurs du territoire vers une agriculture protectrice de la ressource en eau. Ça veut dire quoi ? Des cultures qui permettent de rémunérer justement l'agriculteur, mais qui aussi permettent de protéger nos captages et nos ressources. Donc on a des actions d'accompagnement. Alors, il y a une dizaine d'années, on était plutôt sur de l'accompagnement technique, l'accompagnement de terrain. Et depuis 2 ans, les élus ont dit mettre de l'argent sur des traitements, c'est bien et c'est obligatoire parce qu'on doit une eau potable, mais il faut, pour nos générations futures, travailler plutôt sur le long terme et donc au changement de pratique. Et donc, on a créé un régime Eau17 qu'on a appelé des aides directes, qui sont des sortes de PSE Eau17. Les MAEC
c'est compliqué, elles n'étaient pas vraiment applicables sur notre territoire. Le temps que l'agriculteur récupère l'argent, les dossiers étaient un peu compliqués. Donc on a constitué nos propres régimes adaptés aux cultures du territoire. Et donc le territoire charentais-maritime, c'est aussi des cultures de céréales importantes. Et donc c'est de voir quelle culture rémunératrice on peut trouver. Donc je vais citer un exemple de culture. Alors ça ne va pas changer toutes nos surfaces agricoles utiles, mais c'est le miscanthus, qui est une plante, vous plantez ça sur 20 ans. La première année, c'est compliqué, il n'y a pas beaucoup de rendement, mais au bout de 2 ans, ça commence à prendre le pas. Et à quoi ça sert le miscanthus? À plein de choses. Pour les collectivités, c'est du paillage. C'est du paillage, et le paillage, c'est de l'économie d'eau. Ça veut dire que j'arrose moins, je retiens l'eau dans le sol. C'est aussi de la chaudière collective, c'est de la biomasse. Donc c'est bien pour le bilan carbone des collectivités, dans leur plan climat. Il faut trouver évidemment des chaudières compatibles. Et du coup, c'est encore ce que j'évoquais tout à l'heure et ce qui a été évoqué par les intervenants, c'est on doit travailler en transversalité. Et donc, on doit plus se dire l'eau d'un côté, l'énergie de l'autre, etc. C'est comment on fait l'aménagement du territoire et on construit un territoire durable en prenant en compte tous les aspects. Et c'est facile à faire, cette transversalité, justement? Alors, c'est les agriculteurs, on a la chance qu'ils nous écoutent, mais ils nous écoutent encore plus quand on vient avec des filières comme le miscanthus, mais aussi on travaille sur des filières à céréales à paille durable. Est-ce que on peut faire du blé plus préserveur de la ressource en eau? Et donc, évidemment, si on met moins d'intrants, que ce soit des engrais ou des produits chimiques, il peut y avoir une perte de rendement. Et donc, aujourd'hui, on essaye d'aller compenser un peu cette perte, c'est-à-dire vous changez les pratiques, vous êtes toujours dans une filière responsable et derrière, nous, on vous apporte un peu d'argent complémentaire pour lancer la filière. Et c'est une fois que la filière est en place, c'est tous les partenaires. Une filière agricole, ce n'est pas que l'agriculteur ou le producteur d'eau, c'est l'organisme stockeur, c'est l'acheteur final. Et il faut que chacun prenne son petit bout économiquement pour qu'on fasse vivre une filière responsable. Donc, pour nous, c'est un peu ça les engagements pour garantir une eau potable pour les générations futures. Oui, il y a le même questionnement sur les haies. Il y a plein de colloques qui disent qu'il faut planter des haies et les agriculteurs qui répondent bah oui, mais moi, ma haie, le produit du couple de la haie, qu'est-ce que j'en fais s'il n'y a pas de filière derrière? En fait, je ne vais pas planter de haie du tout. Donc il ne suffit pas de le dire, il faut que la société réfléchisse globalement à ce qu'elle demande aux agriculteurs. Vous voyez, une simple question de la BNP Paribas aboutit à un quart d'heure de débat et on va jusqu'à l'agroécologie. Mesdames, Messieurs, y a-t-il d'autres questions? Je suis sûr que oui. Paola s'est levée. Donc Paola, attendez-vous qu'un bras se lève. Eh ben non. Et en Dordogne, ça se passe comment? Vous avez les mêmes interrogations en matière d'agroécologie? Vous travaillez comment avec les agriculteurs? Alors on a les mêmes interrogations. On est aussi sur des réflexions de pouvoir faire des aides directes parce qu'effectivement, alors on est concerné par des programmes d'action territoriaux puisqu'on a des captages qui sont classés au niveau national par une dégradation de la qualité. On se confronte en fait à une phrase qui est assez connue dans le domaine de l'agriculture mais qui est très vraie, c'est-à-dire que pendant des décennies, on a adapté le sol à la culture. Et aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on arrive à faire, je vais dire, parfois du maïs hydroponique, c'est-à-dire qu'on a des sols qui sont très très transmissifs, c'est du karst, c'est du calcaire, on a peut-être 10 cm de sol et finalement le maïs naturellement ne pousserait pas, mais avec des forages, avec pas mal d'irrigation, on arrive à faire pousser du maïs dessus, mais il est totalement soumis effectivement à l'action de l'homme. L'idée pour nous, c'est de revenir à effectivement des projets de territoire où l'agriculture puisse être pérenne et de réadapter la culture à son sol. On se confronte effectivement à des systèmes d'aide où effectivement les MAEC ou les dispositifs qui pouvaient y avoir jusque-là ne sont pas toujours applicables sur nos territoires. On est sur une agriculture qui aujourd'hui malheureusement est sur un contexte tendu et on a du mal à pouvoir entendre qu'effectivement on a des enveloppes qui sont là et que finalement on fait du travail bureaucratique mais à la fin l'agriculteur touche bien peu de l'enveloppe. Donc c'est de pouvoir effectivement faire des projets vraiment... Alors, là aussi, il n'y a pas de solution miracle. C'est vraiment exploitation par exploitation. C'est d'aller rencontrer l'agriculteur, faire vraiment des diagnostics d'exploitation, faire des projets d'exploitation qui soient économiquement viables. Effectivement, avec des aides qui puissent être directement par la collectivité, parce que
On sait aussi qu'on a des tendances sur des augmentations de taux de nitrate, par exemple, ou de consommation en eau sur le plan quantitatif, où on tend vers une dégradation de la qualité. On sait que, voilà, on parle de 2050, on aura des problèmes et l'idée n'est pas de traiter une eau qui, à la base, est impropre à la consommation. L'idée est de pouvoir effectivement jouer sur le long terme. Voilà, ça va sur un accompagnement vraiment auprès de chaque agriculteur. Je ne vais pas parler de miscanthus ou quoi, là on n'a pas vraiment de filière qui se dessine, mais c'est d'être quelque chose qui soit cohérent avec la capacité de production du territoire. D'accord. Miscanthus qui intéresse l'INRAE, il y a un labo entier de l'INRAE qui s'en occupe à Estrémons en Picardie. Bon, les résultats ne sont pas là encore, mais ça pousse, en tout cas ça pousse bien. Travail d'hybridation également entre variétés qui semble montrer que effectivement ça pourrait advenir un jour. Mais ça pourrait. Monsieur Casonato, vous avez un plan sobriété, je crois. La sobriété, tout le monde en parle. Comment on l'a fait, comment on la vulgarise pour que ça ne soit pas associé à une restriction, à un appauvrissement. C'est difficile ce mot, sobriété. Effectivement. Après, alors, en termes de sobriété, effectivement, nous, le schéma, c'était aussi un des objectifs, là, définir un peu cette sobriété. Donc, poursuivre, on va dire, une tendance. Alors nous, on a cette chance-là, peut-être, sur le Lot-et-Garonne. On n'a pas les contraintes, entre guillemets, touristiques ou avec un développement économique très fort. Donc nous, au niveau de nos abonnés, on constate quand même déjà une diminution des consommations, notamment depuis l'année 2022. Un des axes du schéma, c'est quand même de la poursuivre, cette réduction des consommations effectivement en travaillant auprès de nos abonnés domestiques et puis industriels et éventuellement agriculteurs aussi. Donc on a décliné effectivement un plan sobriété en 14 actions. Je ne vais peut-être pas spolier ma directrice qui vous parlera de ce plan-là plus dans le détail sur une conférence. Mais effectivement, après, les gens ont aussi leurs besoins. Je pense qu'on peut arriver aussi à un plafond de verre, si je peux... voilà, donc l'idée c'est quand même de les accompagner. Fixer une limite de consommation pour les usagers. Les inciter à être plus sobres dans leur manière de consommer, avec cet objectif global, on va dire, d'une baisse de 10% nous, de la conso à l'horizon 2050. Voilà. Antoine Orsini a une question. Paola. Je te laisse te présenter. Merci, bonjour à toutes et à tous. Antoine Orsini, comité de bassin de Corse. Bon, avec mon accent, vous avez compris, je ne suis pas du coin. Et administrateur de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée Corse. Alors, plutôt une remarque, une question, histoire de mettre un peu le feu au débat. Vous avez présenté, et je présente aussi, en tant que souvent scientifique et technicien, des solutions techniques ou technologiques. Mais la solution, elle est politique. Elle est politique. C'est-à-dire, on manque de courage politique. Vous avez compris, je suis élu aussi. Quelquefois, on manque de courage. Il faut. Et quand on va demander aux gens de moins consommer. Et les gens, c'est qui? C'est d'abord l'agriculture ou l'agriculteur. Vous avez vu ce qui se passe en Corse actuellement. L'agriculteur qui ne fait pas payer l'eau, bon, je pense qu'ailleurs, c'est pareil. Donc, et c'est peut-être 40 à 50% de l'eau. Après, on parle d'eau potable. Donc, je dis souvent que la solution, elle est politique et il faut le courage politique. Et cette politique, elle doit s'aborder à la bonne échelle. C'est toujours la bonne échelle. J'ai dit un jour à une ministre... on ne gère pas l'eau en Corse de Paris. Et j'ai dit au président de l'exécutif de Corse, on ne gère pas l'eau dans le Cap Corse à partir d'Ajaccio. Et les deux m'ont donné raison. Tout à l'heure, vous avez cité les PTGE. Je crois que c'est la bonne échelle. Pas le bassin hydrographique. Ça voudrait dire qu'il faudrait faire une politique de l'eau. C'est vrai qu'on a un comité de bassin en Corse, mais ce n'est pas là qu'on pourra régler le problème de micro-régions, voire de bassins versants et pas de bassin hydrographique. Ça, c'est la première. La deuxième, vous avez parlé de stockage d'eau, mais chaque fois vous avez parlé de barrages. Le stockage, ce n'est pas que les barrages. C'est pas que les barrages. Je dirais même qu'il ne faut surtout pas faire de barrages. Un barrage, certes, on stocke beaucoup d'eau, mais ça prend du temps. Et ça prend surtout, ça crée des ZAD, des zones à défendre, et les écolos ont raison. Je dirais que le Code de l'environnement protège la faune aquatique. Donc c'est
la dernière possibilité. Par contre, les retenues collinaires, c'est autre chose. C'est jamais, on barre pas un cours d'eau, hein, donc c'est pas un barrage. Bon, après, il y a retenue collinaire, hein, ça dépend comment on la met en eau. Si c'est du forage profond ou pas profond, voilà. Donc ça, je crois que c'est important. Mais in fine, et j'arrêterai là, cher ami, il y a des décisions politiques à prendre et souvent, en politique, on n'a pas le courage. Je plaide coupable aussi. Qui veut se lancer là-dessus? Quelle est la bonne échelle, justement? Voilà. Non, je vais poser la question différemment. Est-ce que employons un terme comme il faut l'employer aujourd'hui, est-ce que la gouvernance de l'eau telle qu'elle est née de la loi de 64 est adaptée à l'avenir compte tenu de l'image que vous en avez avec votre prospective? Est-ce que comité de bassin, clé, EPTB, est-ce que les regroupements via la loi NOTRe, est-ce que tout ça est adapté à un monde plus imprévisible, à des besoins qui augmentent, à un besoin de sobriété, de modifier les usages agricoles? Pour les industriels, ça va à peu près. La consommation ne cesse de baisser. Hortense, vous êtes saisi du micro. Oui, alors moi je ne suis pas politique, mais les élus d'O17 se sont réunis il n'y a pas très longtemps pour voter une stratégie d'adaptation suite à notre étude prospective. Et le point qu'ils ont ancré, c'est la solidarité départementale, parce que notre ressource en eau, elle est unique sur le département. On a un fleuve pour faire de l'eau potable, et ensuite on a des eaux souterraines qui sont utiles à tous les acteurs. Et donc si on démultiplie les gouvernances pour l'eau potable, il n'y a pas de vision stratégique et il n'y a pas, avec le dérèglement climatique, il faut une vision solidaire de la ressource en eau. Ensuite, il y a le bassin Adour-Garonne. On sait que le gouvernement réinterroge régulièrement les agences de l'eau, sans voir leur ponctionne de l'argent. C'est au moins un parlement de l'eau où, effectivement, tous les usagers ont le droit de s'exprimer et sont représentés à un moment. Et après, sur notre bassin d'Adour-Garonne, on a aussi les commissions locales, territoriales, avec notamment, pour nous, ce qui nous concerne, la commission territoriale Charente, où justement, là, on se réunit à une échelle du fleuve. Et là, on retrouve tous les usagers de ce fleuve et ils ont le droit encore de s'exprimer, de donner... Alors, vous l'évoquiez, la concertation est difficile, mais elle est indispensable quand on parle d'un besoin essentiel et d'un bien commun. On ne peut pas prendre des décisions dans un bureau, qu'ils soient en Corse ou à Paris ou à Saintes. C'est bien en collectif qu'il faut se projeter sur ces sujets, et encore plus avec le dérèglement climatique. Et donc, je ne pense pas trahir la parole du président d'O17 qui a rappelé cet enjeu de solidarité. Monsieur Lavalette, votre point de vue d'industriel sur la gouvernance de l'eau. Voilà, alors sur la gouvernance de l'eau, je ne me prononcerai pas parce que ce n'est pas nous en tant qu'industriels de nous positionner, mais par rapport à l'aspect courage politique que vous évoquiez, je pense que ça dépend. Enfin, les politiques, c'est les hommes politiques, mais c'est nous tous en tant que citoyens. Et Jean Jouzel a coutume régulièrement de dire que les études du GIEC existent depuis des dizaines d'années et tout ce qui se passe maintenant est prévu depuis des dizaines d'années et pourtant, ça n'a pas d'impact ou peu d'impact. Et en revanche, quand on a en Gironde des incendies en 2022 comme à la Thèse de Buch et à Landiras, ça marque les esprits. Quand sur Bordeaux Métropole, entre mi-octobre 2023 et mars 2024, on a autant d'eau qui tombe qu'une année moyenne de ces 20 dernières années, ça marque les esprits. Donc, alors, malheureusement, ces événements se produisent. Si on veut voir le verre à moitié plein, je pense que ça fait quand même évoluer les mentalités et le fait d'avoir des populations aussi qui sont prêtes à prendre à ce que les élus en fait prennent des décisions courageuses et difficiles sur ces sujets-là qui peuvent avoir des aspects économiques, comme on l'a dit tout à l'heure. Pour donner juste un élément complémentaire, chaque année, le groupe Veolia fait le baromètre de la transformation écologique avec l'Institut ELAB et on constate d'année en année une augmentation du fait que les personnes interrogées sont prêtes à agir. Et cette étude, elle est mondiale. Je crois que c'est 66% à l'échelle mondiale, c'est 68% à l'échelle française. 68% des concitoyens français qui estiment qu'il y a plus de risques de ne pas prendre de décisions et de prendre d'action que de prendre des actions. Donc, voilà. Donc, je pense que progressivement, les choses progressent en termes de maturité sur ce sujet-là. Bah vous voyez, Monsieur Casonato, les gens sont prêts à payer l'eau plus cher. Donc vous n'avez pas de problème, hein? Tant mieux, ouais, je sais pas. Est-ce que la question politique, c'est pas de faire un parallèle, enfin de pas faire un parallèle, pardon, d'adosser
l'aménagement du territoire à la quantité d'eau disponible et aux capacités à délivrer une eau potable, une eau épurée. Autrement dit, est-ce que demain, dans le cadre de la révision des PLU, PLUI, Scott, il faut tout adosser à la quantité d'eau disponible? Allez-y. Oui, je pense qu'on le dit de plus en plus, nous, on est un département rural, hein, la question des terrains constructibles se pose beaucoup et je pense qu'autant il y a quelques années on disait en gros ce terrain sera constructible s'il a accès à l'électricité ou autre, là maintenant c'est est-ce qu'on aura suffisamment d'eau pour alimenter ce territoire-là. On est encore sur des programmes de travaux où on le voit en assemblée délibérante, quand on fait un peu la liste de courses, et tiens il y a le lotissement qui se construit, donc il faut amener le réseau jusque-là. On se retrouve aujourd'hui où on a beaucoup de sujets, on parle de faire de l'interconnexion mais on entend parler aussi de CVM, de renouvellement de canalisation, qui ont été faites dans les années 50. Chlorure de vinyle monomère, voilà, produit de dégradation des premiers tuyaux en plastique. Exactement. Toutes ces constructions de réseaux ont été faites par financement de l'État. Hein. Enfin, on a été aidés, les collectivités territoriales ont été aidées par l'État. Aujourd'hui, elles ne le sont plus. Aujourd'hui, en tout cas en Dordogne, ce n'est pas toujours le cas d'un département à l'autre, mais on peut dire que l'eau paye l'eau à 100%. On est financé uniquement par la facture abonnée. On n'est pas aidé par l'impôt. Le coût des travaux aujourd'hui, finalement, on ne peut pas aller autrement qu'un scénario où le prix de l'eau effectivement va augmenter. Donc il va falloir effectivement préparer les gens à ça. On a aussi, je dirais que l'eau a coulé sous les ponts, ça fait on va dire plus de 50 ans au minima que les gens ont l'eau au robinet. Aujourd'hui, j'ai souvent tendance à dire, tout le monde sait comment fonctionne son téléphone, il faut qu'il y ait un relais quelque part, on sait que l'électricité, il y a une centrale nucléaire quelque part. Par contre, savoir d'où vient l'eau de son robinet, les gens ne le savent pas. Ils ont un peu oublié qu'effectivement, c'est une ressource naturelle, qu'il y a des enjeux derrière, qu'ils payent effectivement, l'eau est gratuite, mais ils payent un service. Il faut aussi ramener les gens aussi sur le fait que ce soit un bien naturel. Mais ça, je pense que les gens en ont conscience. Et je rebondirai à ce qui a été dit tout à l'heure vis-à-vis d'avoir ce courage politique. Je pense qu'il faut aussi être capable de pouvoir prendre des mesures sans regret. C'est-à-dire que effectivement, on se rend compte qu'on va faire un SAGE où on a des grandes mesures, on va faire une étude et souvent, les scientifiques ont tendance à dire... Quand on fait une étude, à la fin de l'étude, on dit qu'il faut faire une autre étude et ça se mord la queue. Et je pense qu'il faut avoir le courage de se dire, bon, on ne sait pas tout. Effectivement, je le disais tout à l'heure sur le changement climatique, on ne sait pas effectivement, moi je suis incapable de dire en 2050 comment se passera la recharge de nos nappes. C'est pas grave. On prend quand même, on sait que, on va se dire, en Dordogne, on est sur les nappes profondes, on va prendre entre 12 et 15 millions de mètres cubes à l'année. On sait aujourd'hui que le monde agricole, nous, on est dans les instances actuellement, on passerait de 3,5 à 7 millions de mètres cubes réservés à l'agricole. Donc on sait qu'on aura un impact. Mon président qui est là pourrait le dire, on veut être facilitateur de ça, c'est de dire que non, on réserve l'eau profonde parce qu'il y a un enjeu. C'est un peu notre borne à incendie en cas de problème. On veut réserver cette eau potable en priorité, cette ressource en eau en priorité pour le monde de l'eau potable. S'il le faut, on facilitera évidemment à faire des retenues collinaires, à faire des ressources en eau qui pour le monde agricole, parce que bien évidemment il y a une filière économique derrière, il faut pouvoir maintenir effectivement cette production. On veut être facilitateur là-dessus, mais je pense qu'il faut pouvoir se dire, on ne sait pas comment ça se passera dans 2050, mais pour autant on prend la décision de dire que ça, on le réserve. Et est-ce qu'il faut prendre comme décision non, là, le projet de développement d'un secteur pavillonnaire ou d'une ZAC, on ne le fait pas. On interdit le développement touristique, on borne le développement touristique parce qu'on ne va pas y arriver, parce qu'il n'y aura pas assez d'eau. Est-ce qu'il faut aller jusque-là? Est-ce qu'il faut faire à l'avenir, je vais employer une grosse caricature, des quotas de touristes en 2050 ou est-ce qu'il faut limiter? Est-ce qu'il faut se dire, en 2050, dans mon département, on ne pourra pas être plus deux à cause de la ressource en eau et à cause des moyens que l'on aura pour délivrer une eau de qualité? Je pose la question à tout le monde. Est-ce que par endroit en France, on en est là? Allez-y, Madame Bray. Alors, effectivement, nous, on est un territoire touristique. On ne s'est pas interrogé sur des quotas, mais je le redis, à travailler avec les professionnels du tourisme pour... D'où vient mon eau au robinet? Quand vous êtes sur l'île de Ré, d'où vient l'eau? Elle fait 80 km avant d'arriver au robinet. Donc ça, c'est le premier enjeu. C'est derrière leur compteur, où va l'eau dans un camping et quels sont les points pour les économiser. Avant de se dire qu'on fait des quotas, on va d'abord travailler sur les enjeux de connaissance, de réduction
Et puis, ça a été évoqué tout à l'heure, de substitution avec d'autres eaux que de l'eau potable lorsqu'on n'en a pas besoin. Exactement, de la réhute, des eaux non conventionnelles. Donc, dans l'étude prospective, avec le directeur général d'Audi7 qui est dans la salle, on a fait le tour de nos 12 intercommunalités et on leur a dit l'eau potable peut être un facteur limitant d'aménagement du territoire sur une partie de la Charente-Maritime. Et donc, on n'est pas dans le mur, on l'a déjà dit tous tout à l'heure, on a encore des actions, mais il faut, lorsque vous faites un SCOT, un PLU, un PLUI, un développement d'activité économique, regarder la disponibilité de la ressource en eau avant de l'inscrire officiellement dans un élément. Qu'est-ce qui oblige les élus à le faire? Ça, rien? Si. Alors si, maintenant, les services de l'État sont très attachés à demander quand même une analyse du bilan besoin ressources en eau potable. En tout cas, en Charente-Maritime, l'Adréal bloque les projets, elle ne les bloque pas, puisque c'est le préfet à la fin qui donne un avis, mais en tout cas s'autorise, et de façon assez ferme, à émettre un avis défavorable s'il n'y a pas eu de prise en compte de la ressource en eau. Sur les SCOT notamment. Sur les SCOT, ouais. Et sur les PLU? PLUI plutôt. PLU, on est vraiment au niveau du schéma qui était évoqué tout à l'heure de la résidence, donc c'est presque trop tard. La zone d'aménagement, elle a été validée. C'est pas quand on construit le pavillon qu'il faut se poser la question. Et donc le SCOT est le bon niveau pour se réfléchir à une échelle de territoire. C'était évoqué tout à l'heure. Quand on est trop petit, notre ressource en eau, elle est mutualisée. C'est trop tard le PLU. Nous, la ressource en eau, elle est mutualisée à plusieurs intercommunalités. Si chacun a validé dans son coin un développement, ça ne marche pas. Y a-t-il d'autres questions, mesdames, messieurs? Remarques, félicitations, une émotion particulière? Madame, le bras est levé. Paola arrive. Bonjour, présentez-vous s'il vous plaît. Bonjour, je suis Cécile Chagnon, je travaille à la mairie de Saint-Médard-en-Jalles, au service urbanisme. Et bien le micro sur le menton. Voilà, Saint-Médard-en-Jalles qui est très impacté par la ressource en eau, puisqu'on a énormément de nappes souterraines. Et là, je voulais vous interroger plus sur l'aspect sobriété que vous avez évoqué. Est-ce que vous avez tous une petite idée du delta entre le prélèvement de la ressource et la consommation finale, c'est-à-dire les déperditions, les fuites, tout ce qui peut se perdre et qu'on peut intégrer dans la question de la sobriété, puisque finalement c'est prélevé, mais ça n'est pas consommé. Tout ce qui peut se perdre en même temps peut profiter par endroits, au milieu naturel. Il y a un débat sur le sexe des gens sur cette question-là. Est-ce que quelqu'un veut se saisir de cette question? Oui, M. Casonato. Effectivement, donc là, on rentre sur l'aspect rendement des réseaux, en fin de compte. Effectivement, la sobriété, elle passe par là aussi. C'est vrai qu'on parle de la sobriété au niveau de nos abonnés, mais à nous aussi, collectivité, de faire le nécessaire pour, on en parlait tout à l'heure, au niveau du maintien du patrimoine, pour éviter de prélever, pour restituer au milieu naturel sans que ça arrive au robinet de l'abonné. Donc ça, c'est un des axes, nous aussi, dans notre schéma directeur, de poursuivre le renouvellement de nos réseaux. Sur le Lot-et-Garonne, voilà, c'est grosso modo. Cette année, on tend quand même vers une belle amélioration de notre rendement, mais on a stagné quand même pendant assez longtemps aux alentours de 70%. Donc ça veut dire qu'on a 30% de nos trop produites qui n'arrivent pas au robinet de l'abonné. Donc effectivement, un des enjeux, c'est, je parlais de 2,5 millions de mètres cubes économisés, on va dire, en 2050, le renouvellement, la poursuite du renouvellement qu'on a enclenché quand même depuis pas mal d'années de nos canalisations fait partie des axes forts du schéma. Je voulais rebondir aussi peut-être aussi sur ce que disait Hortense tout à l'heure. Dans le schéma, donc c'est vrai qu'il y a j'en ai pas parlé, mais il y a une charte aussi qui a été signée entre les différents partenaires du schéma. Les services urbanisme, bien sûr, ont été consultés au niveau des PLUI et un des axes majeurs aussi de la charte, ça a été que les collectivités
s'engage à vérifier quand même l'adéquation effectivement des projets avec les capacités des ressources en eau potable et puis aussi en termes d'assainissement derrière, parce que nous sur le Lot-et-Garonne, on a quand même pas mal d'agro-industrie et voilà, autant en eau potable qu'en épuration des eaux, c'est des besoins quand même assez importants et c'est un des axes forts sur lesquels les collectivités, donc nos élus se sont engagés à quand même bien travailler en amont les projets pour éviter d'aller installer des activités qui pourraient mettre en défaut certaines ressources ou certains systèmes d'assainissement. Monsieur Lavalette avait cité, vous aussi Madame Bray, on va peut-être finir là-dessus, la réhute. Est-ce que c'est une nouvelle tarte à la crème, un nouveau Saint Graal en France, ou est-ce que c'est vraiment utile? Ça peut vraiment... Oui, Monsieur Lavalette. Oui, alors on pense que c'est vraiment utile. Alors après, encore une fois, on redit, il y a une myriade de solutions. C'est un aspect des choses. C'est pas la panacée partout. On sait qu'en France, il y a un certain nombre d'endroits où le débit de la station d'épuration soutient l'étiage d'un certain nombre de rivières. Donc là, on ne fait pas de réhute. Donc là, c'est pas le bon endroit pour faire de la réhute. Mais en revanche, si vous n'avez pas ce problème de débit, si vous avez des usages à proximité, sans avoir besoin de tirer des kilomètres et des kilomètres de canalisation. Aujourd'hui, c'est des technologies qui sont parfaitement maîtrisées et qui peuvent être des solutions tout à fait opérantes. Encore une fois, l'exemple ça c'est un peu tarte à la crème parce qu'on le dit à chaque fois, mais en Espagne, ils sont à 15% de reuse. En Israël à 90%. Alors évidemment, les situations ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre, mais ces pays-là, s'ils ont adapté ces solutions-là, c'est bien parce que c'est quand même une solution qui est opérante. Et à Windhoek, en Namibie, 100% de l'eau provient des stations d'épuration. Oui, Madame Bray. Oui, juste, nous, on y est favorable, mais dans l'ordre que j'ai évoqué tout à l'heure, il faut d'abord réduire avant d'aller chercher d'autres ressources. C'est-à-dire que sinon, c'est pas la tarte à la crème, mais c'est la fuite en avant. J'ai trouvé une autre ressource en eau, donc je maintiens mes usages. On ne crée pas de l'eau par la réhute, elle doit venir en substitution d'une autre. Exactement. Et puis, ça va dépendre des territoires, mais nous, en Charente-Maritime, on a notamment l'île de Ré, je l'évoquais tout à l'heure, par de ressources en eau potable sur l'île. On a des installations pour l'irrigation agricole qui ont plus de 20 ans. Et on a été précurseur avec des bornes multi-usages, on le voyait tout à l'heure sur l'image d'Arnaud, sur des bornes en store-site station d'épuration pour les usages des communes et des collectivités préexistantes à la réglementation et donc qui, depuis 4-5 ans, même 6 ans, permettent de laver les voiries, arroser les espaces verts. Ces usages-là sont principalement en été, puisque c'est un territoire très touristique et donc c'est important pour la maîtrise de la pointe estivale. Mais il y a un mais que vous m'aviez évoqué au téléphone. Le mais, c'est que malgré l'annonce du président M. Macron, 10% à l'origine 2030, la réglementation ne nous aide pas. La réglementation qui est un peu plus facile peut-être, c'est ce qu'ils ont appelé les EICH, les eaux impropres à la consommation humaine. Donc l'eau de pluie a été facilitée, notamment dans l'usage des bâtiments publics. L'eau usée traitée, ça reste très compliqué. Les usages urbains, je ne suis pas sûre que ce qu'on a créé il y a 6 ans, on va pouvoir en créer d'autres aussi facilement avec les conditions qui nous sont demandées aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que réglementairement, c'est beaucoup plus compliqué qu'avant ? Dans les projets de texte, les contraintes hygiène, obligations sanitaires sont très strictes pour laver de la voirie. Un trottoir est sale, vous lui rajoutez de l'eau usée traitée, ça ne sera pas plus dégradé. Les agents, lorsqu'ils lavent avec de l'eau potable, c'est plutôt l'espace qu'ils lavent qui est sale que l'eau. Et donc du coup, les projets de texte qui ont été mis en consultation, je pense que mes collègues me rejoindront, rend impossible ce type de projet. On n'est pas sur des milliers de mètres cubes, on est sur des centaines de mètres cubes et c'est pas rentable, très clairement, pour une commune de faire ça, voire d'équiper avec des tenues, notre président caricature, mais des tenues d'astronautes sur l'espace public pour aller laver de la voirie ou arroser des espaces verts. C'est pas très encourageant aujourd'hui. Alors,
comme dans tous les projets et les panels de solutions, il y a plein de solutions compliquées et qui demandent de l'énergie, de la conviction. Mais là, c'est vrai que lorsqu'on a annoncé 10%, on s'est dit chouette, on va avoir des possibilités. On voit les projets de texte, on s'est dit, on a remballé les projets, quoi. Donc voilà. Tout ça est très rassurant. Alors, pas conclure sur une note négative. Non. Et donc, j'insisterai pas sur ce que vous m'aviez dit au téléphone, parce que là, on va finir totalement déprimé. Monsieur Villard, je vous ai vu réagir. Je rejoins Hortense. Nous, à Limoges Métropole, on a un projet de réhute où on va dire qu'on bute maintenant depuis 1 an entre les différents services de l'État. La réalité, c'est qu'on nous demande une eau avec, en gros, un log 2 en bactéries, alors qu'on se baigne potentiellement dans un log 4 ou dans un log 5. Donc forcément, on se dit qu'il y a un réel décalage entre l'usage qu'on va avoir de cette eau-là et la réalité du monde dans lequel on vit. Et on parle de résilience des territoires. On applique les 3 R de réduire, réutiliser, réemployer, mais finalement on a une partie du cycle qui est bloquée et des actions leviers qui aussi sont bloquées et qui pour autant sont des actions, je pense, qui permettent d'avoir une vraie dynamique territoriale, parce que c'est des actions sur lesquelles on peut fortement communiquer, où c'est facilement compréhensible de la part du grand public et où il y a un impact direct sur leur quotidien, à la fois des usagers lambda, parce qu'on voit une voirie nettoyée à l'eau de réutiliser, donc on comprend la valeur de l'eau potable aussi. Et aussi, il y a une dynamique de performance industrielle pour les entreprises où on peut venir faire des vraies économies, avoir un impact sur la ressource moindre et aussi sur les rejets, parce que tout de suite, ça met l'entreprise dans une dynamique vertueuse et qui va chercher à améliorer aussi ses rejets par la suite. Et bien, on terminera là-dessus. Merci madame, merci messieurs pour ce débat d'1h30. Prochain débat avec des élus, justement, débat institutionnel dans 20 minutes. Merci de votre attention. 3, 2, 1.